chez nous, mai 68 était fini en mai 68. J'ai l'impression que vous en retirez une certaine fierté d'avoir été précurseur en Belgique. Non, mais à un certain moment, on était invité, c'était en mars 68, à Paris, pour un meeting, et à la Sorbonne. C'était le capitalisme en soi qui était en danger. Et comme Mendy a dit, il faut faire comme les gens de Louvain. Il faut cette action et cette... donc, il a pris exemple sur vous, en fait. Sur le mouvement flamand de Louvain. Vous êtes son maître à penser. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais on était dans ce mouvement et le mouvement étudiant, à ce moment-là, était une internationale. À Louvain, tout le temps, il passait des Allemands, des Français, des Italiens, et nous autres, on est toujours en marche. C'était une période passionnante. Ce qui se passe ici, c'est vraiment, je crois, historique. 5h30 du matin, les étudiants flamands constitués de petits groupes qui distribuent des tracts aux entrées d'usines. Quel est l'objectif de la lutte des étudiants à Louvain? Ils veulent des universités populaires au service des travailleurs flamands et wallons et du peuple flamand et wallon. Ils veulent que tous vos enfants doués puissent aller à n'importe quelle université. Ils veulent que ces universités soient du peuple et pour le peuple, sans luxe ni prétention. Ils veulent que la section française de l'université de Louvain soit déplacée au milieu des travailleurs wallons et du peuple wallon, c'est-à-dire au cœur de la Wallonie. Le pays dans lequel on vivait en 68 était un pays complètement différent de la Belgique actuelle. C'était encore un pays unitaire. Tous les partis étaient unitaires. Louvain, pour beaucoup de forces belgicistes, avait une grande valeur symbolique. Et nous autres, on constatait, si on faisait bouger Louvain, alors tout le pays allait bouger. Ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était que la réaction dure encore maintenant, jusqu'en 2010. Si Louvain, ou plutôt Leuven, est devenu le centre nerveux de la Belgique, l'affaire va inévitablement retentir jusqu'à Bruxelles. Le Premier ministre et les présidents de partis sont saisis du problème par le Conseil académique flamand de l'université. Le gouvernement social-chrétien libéral avait pourtant instauré une trêve linguistique. Elle est rompue. Comment est-ce que vous expliquez que ça ait pris justement ces proportions-là? D'abord, c'était un problème assez simple. Rester ou ne pas rester. La garder ou la mettre dehors. C'était en outre présenté comme un pugilat, avec des vainqueurs et des perdants. Et puis, il y avait une excitation constante de la part des médias. La presse écrite et la presse parlée, c'était tout le temps, tout le temps. Et bon, il y avait Ils ont attisé des déclarations incendiaires, et, qui gagne, qui perd. Et au fond, aujourd'hui, beaucoup de gens croient que la Belgique est au bord du gouffre et que les problèmes communautaires sont en train de nous détruire. Mais la question de Louvain était une crise plus grave. Le 2 février 1968, jour de la traditionnelle fête de l'Alma Mater, l'évêque de Bruges, Monseigneur De Smet, déclare s'être lourdement trompé en défendant la position unitaire des évêques qui avait suscité tant de réactions en 1966. Ce revirement est, aux yeux de certains, un coup fatal. Qu'a dit l'évêque de Bruges ce 2 février 68? Monseigneur De Smet a dit une chose étonnante, puisqu'il était un des signataires du mandement des évêques. Monseigneur De Smet a déclaré lors d'une interview à la radio « Je me suis trompé lourdement. Il faut aller plus loin, la scission de l'Université de Louvain est inévitable. » Et on a considéré cela, surtout chez les francophones, comme bon, un changement d'attitude extrêmement opportuniste. Monseigneur De Smet, faisant un peu la lèche aux démagogues du côté flamand, donc accusé un peu de manque de courage intellectuel. Moi, j'ai prononcé un discours, par hasard, qui a paru dans la presse. Et alors, on a dit, c'est Monseigneur De Smet qui donne le signal du départ. Ce n'était
Pas du tout. Moi qui donnais le signal du départ. C'était les circonstances qui rendaient la chose nécessaire, inévitable. Vous pensez qu'il a pu être influencé par certaines personnes? Ah oui, certainement par la presse, ça c'est clair. Probablement, il était poussé dans le dos, j'ignore par qui. Peut-être par les hommes politiques flamands, peut-être par le peuple flamand. J'en doute beaucoup du peuple flamand, parce que ça ne me paraissait pas être ça, mais probablement que le monde politique flamand, n'est-ce pas, peut-être était derrière, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était le coup de grâce. Massot m'a dit qu'on était mort à partir du moment où l'évêque de Bruges, Monseigneur de Smet, avait dit « Je suis né flamand avant d'avoir été baptisé catholique ». Qu'est-ce que vous pensez, Monseigneur? Il avait répondu ça. Bon. Alors, vrai ou faux, on avait compris qu'il divisait. Et en effet, le pouvoir organisateur qui était formé de tous les évêques plus de personnalités, s'était divisé en deux. Les propos de Monseigneur de Smet traduisent la désunion du monde chrétien lui-même. Sentiment de victoire côté flamand, d'injustice côté francophone. Le cardinal Sunens en personne ira jusqu'à lancer un appel à la compréhension mutuelle. Il ne sera pas entendu. Et les hostilités finalement se déclenchent. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Moi, je vous avoue que ça m'a plutôt amusé. Parce que ça mettait de la vie dans les rues. À un moment donné, parce que tout le monde était dépassé, on a fait venir des gendarmes mobiles de Namur, si je me trompe, et qui sont arrivés et ramassaient tout le monde dans la rue, et dans le panier à salade. Je me suis trouvé ainsi avec un étudiant rwandais, et qui criait « Mais je ne suis pas flamand, je ne suis pas flamand !» Et le petit soldat a demandé à son sergent, il dit qu'il n'est pas flamand. Et alors le sergent a répondu « Ils disent tous ça !» Les jours du gouvernement Van den Boeynants sont désormais comptés. L'affaire de Louvain divise en effet l'aile chrétienne au pouvoir. Jan Verhoeken, député social-chrétien flamand, va mettre le feu aux poudres. Il se dit favorable à l'application de la législation linguistique aux universités et annonce qu'il interpellera en ce sens le Premier ministre à la Chambre. En clair, il réclame le transfert de l'UCL francophone en Wallonie. C'est contraire à l'accord gouvernemental. Les choses vont tout à coup s'accélérer. Nous sommes d'avis que ce serait plus normal, il serait normal qu'on accepte qu'une université francophone serait installée dans son propre milieu culturel. Vous désirez que le Parlement se compte sur le principe du transfert de l'université, de la section francophone de l'université? Oui, c'est le fond de notre désir. La situation est telle que le Premier ministre Paul Van den Boeynants, alias VDB, interrompt ses vacances aux Canaries et rentre d'urgence. Il reçoit des mains du cardinal Sunens un mémorandum où les évêques précisent que l'université est financièrement incapable d'assumer les lourdes dépenses qu'entraînerait une éventuelle scission de l'UCL. 2 jours plus tard, le 6 février, Jan Verhoeken interpelle comme prévu le gouvernement à la Chambre. Une déclaration est annoncée pour le lendemain, mais l'issue paraît déjà connue. Aujourd'hui, le gouvernement ne répondra pas donc aux interpellateurs. Oui, il n'était pas prévu que le gouvernement réponde aujourd'hui. Ce serait des... Attention, messieurs, attention, vous allez tomber. Et ce serait vous qui tomberiez au lieu de moi. Ce qui serait évidemment tout aussi désagréable. En réalité, c'est la démission des ministres socio-chrétiens flamands qui va entraîner la chute du gouvernement. On comprend alors que les enjeux du débat ont dépassé la seule question de Louvain. L'affaire trouve d'ailleurs un large écho dans la presse internationale. J'estime que ceux qui sont à la base de cette démission du gouvernement Van den Boeynants de Klerk ont pris sur eux une très lourde responsabilité. À l'heure actuelle, on tombe véritablement dans le vide au point de vue politique et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je crois que cette crise démontre que la structure unitaire de l'État belge ne permet plus de résoudre les problèmes.